Donc, on arrive presque à la fin du débat. Je vais peut-être donner la parole à votre voisin qui avait un micro. Enfin, votre voisin, il est un petit peu plus loin, qui a un micro aussi. Oui, mais dernière réflexion. Je vais probablement paraître fort pessimiste, mais j'ai la nette impression, et là je voudrais avoir l'avis peut-être du politologue, que depuis le premier choc pétrolier, nous ne nous rendons pas suffisamment compte que le monde bascule et que la vieille Europe est malade, pour ne pas dire aux soins intensifs, parce que à ses côtés, vous avez le groupe des BRICS, comme on l'appelle, les pays émergents, qui viennent maintenant nous détrôner. Et je dirais presque que l'Union européenne, comme on vient de le dire, pour moi, c'est la féodalité européenne. Chaque pays a son ambassade, chaque pays a ses procédures pour le dépôt d'un brevet. Récemment, on a essayé de rationaliser le dépôt des brevets en limitant les demandes à 5 langues. On n'y est même pas parvenu. Henry Kissinger disait « l'Europe, quel est le numéro de téléphone ?» Donc cette féodalité européenne me fait peur. Voilà donc la féodalité européenne qui est aux soins intensifs. Et quand je vois les médecins qui se penchent sur son état, je trouve que finalement, il y a bien sûr une solution de gauche et une solution de droite, mais finalement, la consultation médicale au chevet de l'Europe qui est très malade n'aboutit pas à une thérapie qui me semble efficace. Alors, deuxième réflexion, que pensez-vous de la réflexion du général de Gaulle que l'Europe devrait aller de l'Atlantique à l'Oural? Et accessoirement l'accession de la Turquie. Parce qu'on a parlé de la Croatie, ce sont tous des petits trucs, mais est-ce que le bloc européen ne pourrait pas, je sais qu'il y a des négociations avec la Russie, on couperait le BRICS, donc on pourrait déjà prendre un pays comme la Russie qui a énormément de matières premières, qui a énormément de potentialité, ou bien alors la Turquie. Une réflexion par rapport à l'élargissement ? Très brièvement, il y a effectivement, on peut être partisan, je suis personnellement plutôt partisan de cet élargissement, mais en me rendant compte que on complique les choses, inévitablement. Par ailleurs, je crois que la seule solution pour s'en sortir, je l'ai dit, c'est à un moment donné, il faudra bien que les États qui veulent aller de l'avant puissent aller de l'avant, quitte à ce qu'il y ait une Europe, peut-être à 2 vitesses. Je n'aime pas beaucoup l'expression, mais voilà. Et en ce qui concerne des pays comme la Turquie, des pays comme la Russie, il y a des critères. Il y a des critères au niveau démocratique, il y a des critères au niveau respect des minorités, il y a des critères au niveau droits de l'homme. Aujourd'hui, les pays que vous avez cités ne respectent manifestement pas ces critères. Le jour où ils les respecteront, pourquoi pas, mais aujourd'hui, ils ne les respectent pas. Alors, on arrive à la fin des 2 heures, donc à un moment donné, on va devoir malheureusement clôturer ce débat. Je voulais demander une dernière réaction, en 1 minute, aux différents intervenants qui sont ici. On a entendu beaucoup de choses. Manque de solidarité, complexité, opacité, un manque de volonté, de solidarité, de convergence. Certains, même au niveau européen, parlent du nombrilisme des États-nations. Guy Verhofstadt qui plaide notamment pour une union fédérale européenne. On a entendu beaucoup de choses négatives. En 1 minute, on arrive dans 1 an, ce sont les élections. Comment pourriez-vous convaincre les personnes qui sont dans la salle ici que cette Europe-là, elle a sa place malgré tout? Monsieur Lambert. Bien. Je dirais que nos sociétés, et pas juste les sociétés européennes, les sociétés humaines sont confrontées, je pense, à 2 bombes à retardement. La première de ces bombes, ce sont les inégalités à la fois à l'intérieur des territoires, entre les régions, entre les États, au niveau de la planète, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas droit à une existence décente. Et la deuxième bombe, c'est le fait que notre empreinte écologique a dépassé ce que la planète peut porter. Et ces 2 bombes, si on les laisse en l'état, elles nous pèteront toutes les 2 à la figure, et le résultat, ce sera d'une manière ou d'une autre la violence. La violence des êtres humains, la violence de la nature. Et donc, plus que jamais, la question qui se pose, c'est, pensons-nous que pour désamorcer ces 2 bombes, l'option à préférer est celle du repli ou c'est celle de la coopération. Autrement dit, pensons-nous que, à l'échelle de notre communauté, de notre région, de notre État,
nous assurerons plus durablement la prospérité, c'est-à-dire une existence digne pour tous dans le cadre des limites physiques de notre environnement, qu'en agissant ensemble. Si je prends bêtement la question énergétique, c'est clair qu'une Europe 100% renouvelable, c'est possible si on s'y prend ensemble, mais à l'échelle de la plupart des territoires, c'est impensable, à cause de la géographie qui est la nôtre. Et donc, je suis d'accord avec ceux qui ont dit l'Europe, c'est d'abord un instrument, ce n'est pas une finalité. Ma conviction est que si nous voulons désamorcer ces deux bombes et relever les défis existentiels que l'humanité confronte ce siècle-ci, pas dans un siècle ou deux, maintenant, l'échelon européen est un instrument, pas l'instrument, un instrument absolument indispensable. Mais ça suppose une Europe, qui change de cap politiquement, ça c'est très clair. C'est une Europe qui fait un saut dans l'intégration, pas dans 20 ans, maintenant, l'intégration politique, je veux dire, et c'est une Europe qui résout le déficit démocratique colossal auquel nous sommes confrontés, pas seulement au niveau européen, mais au niveau des démocraties locales, régionales et nationales. Donc ce n'est pas un oui à l'Europe inconditionnel, mais il est indispensable que nous utilisions ce levier pour répondre aux défis de ce siècle. Monsieur Wall. Mais ce qui vient d'être dit, je peux très grandement le partager. Je pense que autour de la table, même s'il y a forcément des divergences de par nos idées politiques respectives, je crois qu'il y a en tout cas un élément commun, c'est que ce que nous souhaitons tous, ici dans la salle aussi, c'est évidemment plus de bien-être pour nos concitoyens, pour l'humanité. Ce qui peut nous distinguer, c'est les chemins pour y arriver. Mais l'objectif, en définitive, il est fondamentalement similaire. Alors je ne parlerai plus j'en ai déjà parlé, de ce que l'Europe a pu apporter. Je crois que l'Europe peut encore apporter énormément, notamment au niveau du bien-être économique, au niveau du bien-être social, mais pour cela, et je suis aussi d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, pour cela, effectivement, on ne peut plus se contenter d'avoir la libre circulation des biens et des personnes, pour résumer à cette notion-là, mais il faut également tendre vers une harmonisation fiscale, il faut également aller dans le sens d'une plus grande harmonisation, et c'est compliqué vu la différence de niveau, vers une plus grande harmonisation sociale, de manière à pouvoir espérer un développement qui soit et là je serai élitiste, il ne s'agit pas d'un nivellement, il s'agit que tout le monde puisse aller vers le haut. Monsieur Flao. Non, on peut prendre une pièce de monnaie. On a passé 2 heures à dire ce qui n'allait pas. On va consacrer 1 minute à dire ce qui pourrait aller. Ceci étant dit, je crois qu'effectivement, il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas et aussi que la solution n'est pas de jeter tout, parce que comme on a dit, il y a certaines choses qui ont été faites grâce à l'Europe et qui n'auraient pas pu se faire sans elle, avec notamment la paix, même s'il n'y a toujours pas une Europe de la défense aujourd'hui. On a cité des acteurs, on a cité un acteur de SENEF. C'est clair que quand Busquin était à la Commission européenne, on a défendu des politiques assez énergiques avec des moyens pour la recherche. Et c'est clair que ce fut un excellent commissaire à la recherche et reconnu comme tel, incontestablement. Donc ça a pu se faire effectivement au niveau européen. Non, ce qu'il faut faire, c'est on ne va pas casser l'outil parce qu'on ne sait pas ce qu'on mettrait à la place. La solution, c'est pas le repli régional. La solution, c'est pas le repli individualiste, c'est pas les nationalismes. Certainement pas, parce que le nationalisme, c'est justement ce qui a amené à la guerre en Europe à deux reprises. Et donc, on peut pas s'engager dans une voie comme celle-là. Et donc, il faut réorienter l'Europe vers d'une Europe plus humaine. Une Europe plus proche, moins intéressée. Oui, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi ce que vous feriez, vous. On peut peut-être vous poser la question après. Soyez peut-être candidat pour expliquer votre programme, et puis on verra si vous serez plus séduisant que... Oui, mais non. L'autre élément, c'est... revoyons aussi nos voisinages. Je crois que l'Europe doit effectivement se structurer pour parler d'une seule voix. C'est vrai que l'anecdote quel est le numéro de téléphone, quand on voit notre politique extérieure aujourd'hui, c'est qui? C'est Barroso? C'est Van Rompuy? C'est Ashton?
Et nous sommes impuissants, inexistants sur tous les terrains internationaux. Et pourtant, même dans notre périphérie immédiate, qui peut être aussi un moyen de développement intéressant pour le futur, nous agissons en ordre dispersé. Et alors, je crois que pour cela, il faut aussi revenir à un Parlement, ou venir ou arriver à un Parlement plus fort. Un Parlement plus fort, qui a une expression plus forte, en quelque sorte, et qui joue un rôle plus fort, c'est-à-dire il faut rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, le Parlement, il vient après, alors que dans toute démocratie, le Parlement, il doit venir avant. Et alors, aussi, si ce Parlement est plus fort, il sera aussi sans doute plus proche de la population et pourra répondre plus rapidement et de façon plus claire, plus transparente et plus lisible aux problèmes du quotidien, mais pas se limiter aux seuls problèmes du quotidien des gens, avoir aussi cette capacité de prospective qu'avaient certains responsables européens, comme Jacques Delors ou d'autres, parce qu'il faut bien dire ce qui est. Les commissions qui se sont succédées depuis le départ de Jacques Delors sont des commissions faibles, très faibles. Et donc, il faut effectivement retrouver des gens de grand gabarit, et c'est vrai que au niveau européen, on entend beaucoup parler Guy Verhofstadt, on entend parler comme Bendit, on entend quelquefois Lamberts et autres avec des projets. C'est vrai que dans chaque formation, il y a sans doute des gens qui pourraient demain composer une commission un peu plus forte, mais avec une vision un peu plus forte que ce que c'est le cas aujourd'hui, qui est une vision à court terme et simplement de gestion boutiquière. Monsieur Tanzili. Oui. Mais tout d'abord, dire le plaisir que j'ai eu à être ici ce soir. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de parler de l'Europe en dehors de la période électorale européenne. Et encore, les campagnes sont perturbées par le fait qu'elles sont toujours couplées au moins aux élections régionales. Donc, la première chose à faire, c'est multiplier ce genre d'événements, les multiplier en personne physique, les multiplier aussi via Internet. On a dit que les mentalités changeaient, que les citoyens pouvaient interpeller, et ça me paraît essentiel. Pour répondre à la question pourquoi il faut continuer à espérer en Europe, je dirais tout d'abord que, tout comme l'Europe n'est pas le bouc émissaire, enfin si, il est le bouc émissaire, mais n'est pas la cause de tous nos maux, elle n'est pas non plus la solution à tous nos problèmes. L'Europe est une partie de la solution. Je pense que nous sommes à la fin d'un modèle. On a parlé d'ultralibéralisme, de tout au marché. Je pense qu'on a aussi un tout petit peu esquissé des problèmes d'absence de coopération au niveau mondial, de l'Afrique qu'on laisse mourir de faim. Aussi du fait qu'on a beau être un peu plus riche chaque année, ça c'est la croissance du PIB qui nous le dit, on ne se sent pas nettement mieux. Donc je pense qu'on est à la fin d'un modèle, on est à la fin d'un modèle notamment culturel. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'humanité ne se limite, le bien-être de l'humanité ne se limite pas à avoir plus de biens, à en produire sans cesse toujours plus. Cela étant dit, cette réponse culturelle, nous l'avons en chacun de nous, et nous devrons la porter au coin de notre rue, dans notre commune, au niveau de la région, au niveau de l'État fédéral, au niveau de l'Europe, là où c'est le plus à même. Il y a un très joli principe dans le traité européen qu'on n'utilise pas assez souvent, c'est pour répondre à la remarque sur l'efficacité, c'est le principe de subsidiarité. En réalité, il faut surtout faire au niveau européen ce qui est le plus efficace au niveau européen. Donc pourquoi il faut faire l'Europe ? Parce que le monde change, parce qu'on doit accompagner ce changement et que l'Europe est, pour certaines questions, le niveau le plus adapté. On a parlé de fiscalité tout à l'heure et de lutte contre le dumping fiscal et les paradis fiscaux. On a esquissé très vaguement la question de l'énergie. Et puis il y a un troisième argument dont on n'a pas du tout parlé, c'est que, au-delà de tout ce qui nous sépare, les Allemands, les Grecs et ainsi de suite, je pense aussi qu'on a un certain nombre d'éléments communs. Et je veux dire, il suffit d'aller dans d'autres parties du monde pour se rendre compte qu'on est finalement quand même plus proche des Allemands et des Grecs, qu'on ne peut même l'être fondamentalement, par exemple, des Américains. Et donc, si on veut peser au niveau mondial à un moment, ça n'est aussi que par l'Europe. Et donc, je pense que la construction européenne, c'est aussi une réponse par rapport aux BRICS dont on parle, par rapport aux G2, c'est-à-dire aux Américains et aux Chinois. Si on veut à un moment avoir une réponse audible, il faut pouvoir dire que c'est pas la petite Belgique, mais que c'est même pas la petite France qui pourra apporter une réponse. Cette réponse-là, on ne l'apportera que si on se met d'accord à un niveau européen. Voilà, et je vais donner le mot de la fin à Mine Rechant. Réflexion globale par rapport à ce qui s'est dit, par rapport aux réflexions, aux inquiétudes qui ont été exprimées aussi. On peut penser que la participation politique
est plus faible à l'heure actuelle qu'elle n'a été par le passé. Lorsqu'on regarde, en tout cas dans nos sociétés entre guillemets contemporaines au XIXe siècle, la participation politique a toujours été minoritaire, mais ce qu'on remarque, c'est que certaines minorités ont pu faire changer les choses. Et là, c'est peut-être un message d'espoir. Merci en tout cas à tous d'être intervenus. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Merci Amine Rechamp, Jean-Paul Wall, Antoine Tanzili, Philippe Lamberts, André Flao. Je vous signale avant de terminer que vous pourrez réentendre ce débat si vous le voulez ou si vous voulez le conseiller éventuellement à des amis ou à des proches. Il sera disponible en ligne sur le site du Centre d'information Europe Direct Brabant Wallon. Et puis si l'Europe vous intéresse, sachez aussi que le 4 mai, les institutions européennes vous ouvrent leurs portes. C'est l'occasion aussi d'aller voir l'envers du décor et de mieux comprendre peut-être le rôle de ces institutions et le fonctionnement de ces institutions. Merci de votre attention. Très belle fin de soirée à tous.